Et le sac, la tenue en fait, tout a été mis à mon insu pour que je réussisse mon année scolaire sans avoir de complications. Le premier jour pour moi en fait c'est pas idéal pour moi. Les absences de la... Sachez que vous êtes bel et bien sur Grand H. On sort comme ça de la découverte du champ de tir de Niom à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Et c'est Joël qui nous y a amené. Alors Joël, on aimerait bien savoir, est-ce que jusqu'à présent, il y a des gens qui ont encore la nostalgie de cet endroit? Naturellement, vous ne pouvez pas, lorsque quelque chose s'est produit, forcément, et qu'il y a des séquelles qui sont restées. Parce que là, quand même, lorsque j'étais avec les gens qui nous ont conté l'histoire, il y a des personnes qui ont eu à perdre quand même leur vie. Et lorsqu'on perd déjà de la vie avec des balles perdues, c'était des balles perdues, naturellement, il y a toujours des éléments qu'on ne peut pas oublier. Moi, j'ai bien envie de poser la question à M. Pabé. Est-ce que vous avez déjà eu l'envie d'être militaire un jour? Militaire? Oui, militaire. Envie, non, j'ai déjà dit que j'en avais l'opportunité, que j'ai décliné parce que ma vocation était faite depuis le secondaire. Moi, je voulais devenir écrivain, conférencier, etc. Et même quand on sait quand même que vous avez été un officier de réserve, vous êtes même un officier de réserve. C'est le diplôme que j'ai. Et le cadre 90, là, il s'agissait de quoi exactement? Pardon? Le cadre 90 dans le tir, quelque chose que vous m'expliquiez. Non, mais c'est comment dire, c'est un élément d'appréciation de votre capacité de bien ajuster le tir. Parce qu'il y en a qui visent le point central, le 1000, et dont la balle se retrouve à 1 kilomètre de distance. C'est des mauvais tireurs. Moi, si on me classait aujourd'hui, j'étais comme un tireur d'élite. Alors, monsieur Pab me dit qu'il était comme un tireur d'élite. Bah, je crois que ça mérite quand même des... Oh là là, un tireur d'élite. Donc, vous êtes excellent dans tout ce que vous faites. Donc, ça dit que si on vous porte même de la plume, si on vous enlève la plume et qu'on vous met dans un autre endroit, vous serez toujours excellent comme ça, apparemment. Une personne n'a qu'un esprit. C'est le même. Il applique son esprit sur tout ce qu'il fait. Il aime avec son esprit, il étudie avec le même esprit, et il fait des activités avec le même esprit. Donc, si c'est une personne concentrée, il aura la même réussite partout. Si c'est une personne dissipée, ben, elle aura l'échec partout. Alors, mais j'ai bien envie de savoir, quand on est officier de réserve, on a quand même fait une formation. Est-ce que la sortie de la formation des militaires, là, ça se passe comment? Moi, j'ai bien envie d'y assister. Hein. Mais à la sortie, d'abord, nous, comme nous étions des étudiants, on faisait la formation en 2 années pendant les vacances, 2 années de suite. La première, je l'ai faite ici à Yaoundé, et puis la deuxième à Ngaoundéré, n'est-ce pas? Et puis, à la sortie, il y a un examen. Et d'ailleurs, si vous permettez, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Bien sûr, c'est permis, non? Relative à l'examen de sortie de cette préparation militaire. Je vous ai dit que je suis en année de licence, en fin d'année de licence. Et donc, je suis la formation. Et à la sortie, il y a des questions. Entre autres, il y a toutes sortes d'examens, n'est-ce pas, les examens pratiques, les tirs, où vous devez démonter les fusils, remettre les fusils, et puis les pieds d'armes, etc. Mais aussi des questions d'ordre théorique. Alors j'arrive à l'atelier où on posait ces questions théoriques.
vous savez, vous avez parmi les moniteurs, il y a tous les grades de l'armée, les caporaux, les sergents, les adjudants, etc. Donc, l'examinateur me pose la question de savoir, la question suivante. Qu'est-ce que le présenté arme a pour but de? Et je ne saisis pas bien la question, je ne comprends pas. Et il me dit, mais qu'est-ce que le présenté arme a pour but de? Je ne saisis toujours pas. C'est un caporal qui me pose la question. Et là, il regarde ses collègues et ils se mettent à rire parce qu'ils ne comprennent pas que cet étudiant de 3e année d'université ne comprenne pas une simple question de militaire. Et puis, en y réfléchissant, je me rends compte que, en fait, il voulait me faire réciter une leçon. Parce que parmi les mouvements, n'est-ce pas, de prise d'armes, lorsque vous recevez une autorité, etc., et qu'on vous fait faire garde à vous, etc., on vous fait dire que le présenté arme, c'est-à-dire ils ont un mouvement qui s'appelle le présenté arme. Présenter arme, n'est-ce pas, vous soulevez. Donc, ce mouvement-là a pour objet de rendre les honneurs. Mais il formule ça d'une telle manière, tellement primaire, que mon esprit universitaire ne saisit pas. Il voulait que je réponde, le présenté arme a pour but de que je récite un peu comme à l'école primaire, mais au niveau où j'en étais, je n'étais plus capable de dire comme ça. Et donc, je donne ma réponse de type universitaire, puisque je raisonne de la question, et j'ai le sentiment, je n'ai pas vu ma note exactement sur cette question-là, mais j'ai dû avoir une note assez basse. Nous, on va peut-être répéter la sortie ici. Oui. Moi, je suis le caporal. Oui. J'essaye d'entrer dans la peau du caporal. Et vous, vous êtes les militaires. Donc, quand moi je dis H, vous dites TV. Celui qui fait un genre, j'enlève les points. Alors, on va y aller. H, 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 le grand H. Non, mais je vous assure que si vous étiez des militaires, vous serez des meilleurs, des tireurs d'élite et peut-être vous aurez bien compris la leçon. Absolument. Alors à présent, on va aller au point de l'actualité. C'est qui a intéressé, je veux dire ça comment, le point du monde à l'international, également au national, le point de l'actualité. C'est avec Jean-Marie Quinfac, juste derrière cette transition. Communauté de destin et partenariat mutuellement avantageux, c'est le thème de la 3e édition des travaux du sommet entre Chine et Afrique qui s'est tenu les 3 et 4 septembre dernier. Une rencontre riche en échanges, mais surtout en vision, ambition, rapport gagnant-gagnant entre l'Empire du Milieu et le continent. Les grands points de ce forum, c'est dans cet élément de William Tadoum Tadoum. C'est à Pékin, en présence du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, que s'est ouvert ce lundi 3 septembre 2018 le 7e forum sur la coopération sino-africaine. Pour la 3e fois, cette rencontre a valeur de sommet. À ce rendez-vous, la Chine a déroulé le tapis rouge à ses principaux partenaires. Ont répondu présent le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres ainsi que 53 pays africains. Parmi les chefs d'État présents, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le Nigérien Muhammadu Buhari, le Congolais Denis Sassou Nguesso, l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara et le Camerounais Paul Biya, doyen des chefs d'État d'Afrique. Le seul pays manquant est l'Eswatini, ex-Swaziland, qui n'a pas été convié. Cette édition 2018 du sommet Chine-Afrique se veut spéciale. Pékin lui a accordé un accent particulier. Xi Jinping, lors de son discours d'ouverture, a promis de consacrer 60 milliards de dollars au continent, avec notamment plus de 15 milliards de dollars d'aides gratuites sans intérêt. Il a également assuré sans détail explicite que l'Empire du Milieu annulerait une partie de la dette arrivant à maturité cette année dans les pays moins développés, enclavés ou insulaires du continent africain. En revanche, les entreprises chinoises seront encouragées à investir au moins 10 milliards de dollars en Afrique durant les 3 prochaines années. Si tant est que les intérêts économiques et diplomatiques chinois ne cessent de grandir en Afrique,
Il apparaît que le sommet célèbre une coopération économique dynamique entre l'Empire du Milieu et le berceau de l'humanité. Cet état des choses ne manque pas de faire l'objet de critiques sévères de la part du monde occidental. Dans la suite de cette retro, le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, a convoqué lundi dernier dans son département ministériel les représentants des 9 partis politiques en course pour la présidentielle du 7 octobre prochain. Objectif de la rencontre, informer les leaders sur les dispositions légales en termes d'ouverture de médias publics en période de campagne aux différents candidats. Le point avec William Tadoum. C'est par le mot bienvenu qu'Issa Chiroma Bakari, ministre de la Communication, a accueilli ses invités cet après-midi au siège de son département ministériel. C'est au total 8 représentants des candidats dans la course à la présidentielle qui ont répondu présent. Un candidat ne s'est pas fait représenter à cette rencontre, dont l'objectif, selon le porte-parole du gouvernement, est associé aux besoins d'information et à la nécessité d'une concertation relative à la gestion juste et équitable de l'accès aux médias publics par les 9 partis politiques aspirant à la présidence. Il a été question de statuer sur les conditions de production des programmes, l'ordre de passage et le temps d'antenne de chaque candidat. Un avant-projet d'arrêté comportant 13 points a été lu par le secrétaire général du ministère de la Communication, le professeur Félix Zogo. La gratuité des émissions pour tous les candidats, un quota global quotidien par émission de 13 minutes 20 secondes à la radio et 6 minutes 40 secondes à la télévision ont été arrêtés pour le grand bonheur des candidats qui se disent satisfaits. Toutefois, des réserves ont été... Dans la suite de la retro, le ministre de l'administration territoriale a visité ce 5 septembre 2018 la société de presse et d'édition du Cameroun ainsi que l'imprimerie nationale. Paul Atangandji a tenu à s'assurer du respect des cahiers de charges de ces deux structures concernant la livraison de 90 millions de bulletins de vote et de campagne. Plus de détails avec Joël Patrick Mbané. Comme son homologue de la communication il y a quelques jours, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji a fait une descente hier à la SOPECAM pour une évaluation des travaux d'impression des bulletins de vote et de campagne de l'élection présidentielle. Accompagné du directeur général de la SOPECAM, Marie-Claire Nana, pour une visite guidée des différents ateliers mobilisés pour ces travaux, on peut noter que la SOPECAM est dans les délais de livraison de leurs commandes, soit 90 millions de bulletins de vote et de campagne destinés aux 9 candidats en liste. L'empaquetage est déjà terminé et sera bientôt remis à Elecam. Pour le ministre Atangandji, ministre de tutelle, c'est un satisfait total au niveau de la SOPECAM. Le même exercice s'est poursuivi à l'imprimerie nationale où l'on a obtenu les mêmes résultats. On peut dire tout simplement que les imprimeries sont prêtes pour la présidentielle de 2018. Les hommes de culture et de médias étaient à l'honneur au cabaret Bois d'Ébène à Yaoundé. Leurs œuvres ont été récompensées dans le cadre du concept Lumière des étoiles rendu à sa 5e édition. En présence d'un nombre important d'invités, les lauréats ont réaffirmé leur détermination à œuvrer pour la valorisation de la culture ainsi que l'assainissement des médias au Cameroun. Joël Patrick Mbané une fois de plus. Jouvence, effervescence et surtout beaucoup de lumière ont caractérisé la 5e édition des Lumières d'Excellence. Cérémonie au cours de laquelle plusieurs personnes dans diverses catégories ont été récompensées. Thème retenu pour cette édition, culture et communication, vivre ensemble
Cameroun intégré. En dehors des artistes musiciens habitués de ce genre d'exercice, il y a quelque chose que je voudrais évoquer ici aujourd'hui. Je suis un chanteur gospel. Et la musique religieuse était une musique qui était uniquement jouée dans les deuils. Et si aujourd'hui, la musique religieuse peut être récompensée comme la meilleure musique du Cameroun, alors c'est Dieu seul la gloire. Quand on voit, par exemple, ce qui se passe ce soir, les œuvres qui sont prévues, c'est des œuvres, des textes écrits, oui, on écrit un texte, et peut-être un texte sur un thème bien ciblé. Ça veut dire que ceux qui font de la musique sans faire des textes, ça pourrait peut-être un thème important, un thème qui peut intéresser tout le monde. Les hommes de médias également ont été mis au devant de la scène pour leur participation dans le développement du Cameroun. On a mis Victor Hugo au Panthéon, je pense, c'était 26 ans après sa mort. Balzac n'a jamais été sacrifié. Wole Soyinka est vivant. Et j'en passe, Mongo Betty. Et si aujourd'hui, le jury, le très célèbre jury des lumières d'excellence estime que j'écris bien peut-être, mais je ne le savais pas. Et le président l'a dit très bien, si on est honoré aujourd'hui, ce n'est pas pour soi-même, c'est pour les jeunes. Dans notre métier, on n'a pas toujours l'occasion de recevoir des prix parce que déjà, nous sommes assez nombreux dans le métier. Il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup d'hommes de médias forcément. Et il y a beaucoup de talents dans ce métier. Donc être reconnu par la profession, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Ça fait 24 ans que je suis dans ce métier. Je n'ai pas eu beaucoup de trophées. En avoir aujourd'hui, à ce moment-là, à mi-parcours de ma carrière, j'estime que c'est une récompense juste parce que je pense que j'ai déjà beaucoup d'expérience dans le métier. J'ai formé beaucoup de jeunes. En somme, le bois d'ébène a été un cadre par excellence pour primer les hommes d'excellence. Le rendez-vous étant pris l'année prochaine pour la 6e édition. Le patrimoine culturel en Afrique centrale fait face au phénomène de faux, une réalité observable au Cameroun où les acteurs de ce domaine ont participé à un atelier sur la lutte contre le trafic illicite du patrimoine culturel dans la sous-région. À cet effet, Guillaume Ememété nous balade dans cet univers. Le monument de la réunification, celui de Douala Mangabel, les statuettes, le musée national, les galeries d'art sont de manière sommaire des éléments qui constituent le patrimoine culturel. Une histoire propre à nos us et coutumes. Le patrimoine culturel, c'est tout ce qu'on a hérité de ceux qui ont vécu avant nous. Il y a ce qu'on hérite de sa famille, en termes d'objets, en termes de manière de faire, en termes d'héritage. Il y a ce qu'on hérite de sa communauté, de son village, de son quartier, de son clan. Il y a ce qu'on hérite de sa nation. Il y a de ce qu'on hérite de l'homme tout court. Ces bijoux issus du génie humain résultent d'une création artistique et donc différents des œuvres d'art. L'objet du patrimoine culturel sert les causes de la tradition. Il peut servir pour les rites, il peut servir pour les cérémonies religieuses dans nos villages, il peut servir pour l'exercice du pouvoir royal, etc., etc. Donc il a une charge patrimoniale parce que il accompagne les traditions, il permet aux traditions de s'exprimer et il permet d'identifier une communauté par rapport à sa culture. Alors que le patrimoine, les objets d'art de l'artisanat, qui peuvent être en bois, en pierre, en bronze, et qui peuvent être vendus librement, qui sont soit décoratifs, soit qui rappellent, qui sont des copies d'autres objets du patrimoine culturel, qui permettent juste des souvenirs, des cadeaux souvenirs pour décorer la maison, pour décorer les bureaux et être gardés dans le carquois comme souvenir. Une expression divinatoire à protéger.
Enseignement supérieur, l'Université de Douala a présenté le 4 septembre 2018 son plan de développement stratégique qui s'étendra de 2019 à 2028. Il s'agit d'un document managérial qui accompagnera l'institution à se hisser au devant des universités francophones d'Afrique. La cérémonie qui s'est tenue ici même à Yaoundé était présidée par le chancelier des ordres académiques, le professeur Jacques Famdongo. Compte rendu. Voici donc le plan stratégique de l'Université de Douala. L'Université de Douala a son plan de développement pour les 9 prochaines années. Il s'agit d'un document qui présente la vision de l'institution à l'horizon 2028. Une démarche managériale qui s'inscrit dans le désir sans cesse croissant des hommes de science de doter le Cameroun d'universités modernes, dites de 3e génération. La plus-value, c'est que nous drainions les moyens, l'attention des pouvoirs publics, des bailleurs de fonds, de la communauté nationale et internationale pour la construction d'une université moderne, comme on l'a dit, de 3e génération, qui participe réellement à la résolution des problèmes des citoyens. À travers le plan stratégique présenté ce 4 septembre 2018 au Mont-Fébé, Douala réaffirme sa volonté à œuvrer pour l'excellence en matière d'enseignement, de recherche et d'appui au développement, à la fois au niveau national, sous-régional et mondial. L'objectif est de faire de Douala la première université complètement intégrée au système économique en Afrique francophone. Seulement, le projet pour partir du livre à la matérialisation nécessite une enveloppe de 238 milliards de francs CFA. Monsieur le recteur y a pensé. Nous sommes là pour déjà présenter le projet aux bailleurs de fonds. Ils vont donc l'étudier, ils vont en prendre connaissance et il y aura des rencontres ultérieures de nature à étayer éventuellement les éléments qui ne seraient pas directement clairs à la vue. Et vous savez, comme tout bailleur, ils verront l'intérêt qu'ils auront à financer tel ou tel aspect. L'initiative est saluée par le patron du supérieur au regard du rôle social qu'elle apporte. J'apprécie à sa juste valeur la place particulière qu'occupe dans ce plan stratégique de développement le virage qualitatif et décisif vers la professionnalisation des enseignements et la culture entrepreneuriale. La première étape avant de se placer sur l'estrade, l'Université de Douala doit être comptée entre 2019 et 2023 parmi les 5 meilleures universités francophones d'Afrique. Passé cette phase, on pourra rêver plus grand en 2020. Mesdames et messieurs, c'est avec cette information en rapport avec le plan stratégique de l'Université de Douala que nous mettons un terme à cette rétrospective de l'information sur les antennes de HTV. Merci à vous de nous avoir regardés. À samedi prochain pour une nouvelle retrouve. C'est donc le point de l'actualité nationale et internationale avec Jean-Marie Kinsap. On retient un sujet qui a attiré notre attention et qui défraie la chronique cette semaine sur Internet, comme dans les taxis, dans les ménages et autres. C'est la rentrée scolaire, mais un livre au programme de la classe de 5e qui est quand même étonnant et bizarre. Je dis déjà bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Merveille Simo et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Mais ça te va super bien le studio 2, hein? Les couleurs de votre plateau sont vraiment radieux. Vous avez un panel formidable avec le grand enseignant, le grand écrivain Pabé Mongo, que nous avons lu, je crois que c'était en classe de 5e, Père inconnu, on s'en souvient encore. Également, on dit bonsoir à ce public venu nombreux. Et justement,
Alors, je disais tout à l'heure que le sujet qui est vraiment au centre de toutes les conversations cette semaine, c'est le livre vraiment mis, je vais dire ça comment, à la rentrée scolaire en classe de 5e, mis à la disposition des élèves. Oui, Merveille, c'est ce livre qui fait problème. Nous avons suivi nos confrères de la presse écrite qui ont beaucoup titré sur la question. Il y a beaucoup de confrères qui pensent que ce livre, en fonction du contenu qu'il a, il ne devait pas être mis au programme des tout petits, de ceux qui font la classe de 5e. Je crois que vous avez reçu sur votre plateau Pabé Mongo, qui a plus d'atouts en tant qu'écrivain pour nous situer de plein fouet dans cette question du livre. Bien évidemment que j'allais me retourner vers qui ça concerne exactement. On a un écrivain sur le plateau et pour en parler, voilà, on a donc un livre qui est mis, je vais dire ça comment, à la disposition des élèves de 5e comme manuel scolaire qui défraie la chronique, qui parle des rapports sexuels entre hommes et hommes, des viols. Bon, entre guillemets, ce qui est dit, c'est que c'est pour attirer l'attention des enfants et peut-être l'éducation. Donc, c'est à fin éducatif. Maintenant, on aimerait bien savoir quel est votre avis sur la question. Eh bien, c'est une question assez grave. Hein? Et d'emblée, je vous dis que j'ai signé la pétition pour le retrait de cet ouvrage des programmes scolaires. Et dans les milieux qui sont les miens, j'appartiens aussi à quelques réseaux, j'ai déjà eu à donner mon avis là-dessus. On aimerait bien l'avoir. Et donc, il y a un masque, ils veulent masquer cette affaire sous le masque donc de l'utilité pédagogique. Et j'ai attiré l'attention des internautes sur les manœuvres qui sont à l'arrière de cela. Vous ne pouvez pas à ce point exposer des choses. Il y a même des adultes qui vont trouver là-dedans un vocabulaire dont ils n'ont jamais entendu parler. Donc vous mettez à la disposition des adolescents, des enfants qui entrent en adolescence, vous leur montrez tout cela. C'est l'âge où on a envie de tout expérimenter. Donc, c'est même avec des illustrations, des explications. Normalement, l'approche scientifique de la sexualité, à ce niveau, se fait uniquement dans le domaine de ce qu'on appelle la reproduction. En classe de 5e, on apprend aux élèves comment les fleurs se reproduisent par le pollen, etc. Comment les animaux se reproduisent, les ovipares, les vivipares, les mammifères, etc. Voilà le niveau d'apprentissage des organes sexuels de toutes choses. Mais là, il y a un accent, j'ai dit dans les réseaux que vous avez réellement là un apprentissage et une incitation à la déviance sexuelle. Les enfants, l'inceste, ils ne savent pas ce que c'est. Ils vont apprendre qu'il y a des rapports possibles entre les frères, dans une même famille, dans une parenté, entre les parents et les enfants. Et quand ils vont rentrer à l'école, le grand frère et la petite sœur vont vouloir découvrir, n'est-ce pas, exercer cette affaire que les parents, eux, leur cachaient. J'ai dit dans le post, dans mon argumentaire, alors voilà la 5e, on vous cite tout cela. Puisque chaque enseignement est supposé s'approfondir en grandissant, en année de 4e, en année de 3e, qu'est-ce qu'on va leur apprendre? Donc, en réalité. Alors, peut-être, j'aimerais bien savoir, est-ce que selon vous, si le livre avait été plutôt mis au programme ou à la disposition des élèves d'une classe un peu plus élevée, comme 3e, première, terminale, cela n'aurait causé aucun problème? Je ne veux l'inscription de ce livre dans aucune des classes. Nous ne sommes pas là pour apprendre la perversion. C'est une chose à laquelle on ne doit pas avoir accès. Et n'y auront accès que les adeptes du démon. Nous sommes là dans la démonique pure et simple. Oui, mais peut-être on va rester un peu quand même encadré dans le langage, parce que parler de démon... Mais le démon existe. Et il est à la base de toutes ces déviances-là. Je vais vous dire, l'arrière-pensée, si on rapporte ça, je vous ai un peu donné mon point de vue, du point de vue simplement éducatif. Ça ne convient pas à cet âge. Mais maintenant, il y a des grands enjeux. Vous savez que cette affaire
de la déviance, de l'homosexualité, etc., nous avons déjà reçu de nombreuses pressions internationales. Vous ne pouvez pas séparer l'apparition de ce livre de tout le passé que nous connaissons, le passé récent. On a eu des missions extérieures ici pour faire pression sur le gouvernement camerounais pour qu'on libéralise notre code, n'est-ce pas, notre code pénal sur le plan de l'homosexualité. Donc voilà un autre biais par lequel, voyant la résistance du Cameroun par rapport à ce problème, ces tenants, ces adeptes de la déviance voulaient passer. Nous ne devons pas être naïfs. Les grands enjeux du monde actuellement, par rapport par exemple à l'Afrique, c'est que le monde occidental se sent menacé par la démographie galopante de l'Afrique, tout ce problème d'émigration. Ça fait des années que les Occidentaux cherchent à endiguer l'émigration. Ils nous ont déjà balancé ici toutes sortes de maladies pour diminuer la démographie africaine. Ils allument des guerres pour faire décimer les Africains. Et maintenant, voilà un autre biais. Alors, si ce biais réussissait, c'est-à-dire l'homosexualité, mais c'est l'arrêt de la reproduction, etc. Ça, c'est pour obtenir, n'est-ce pas, la paix chez eux, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus les Africains, n'est-ce pas, qui les envahissent. Donc, si on veut bien comprendre, selon vous, les conséquences seront vraiment néfastes et négatives pour le continent africain et pour le monde aussi. On n'a pas besoin d'apprendre la sexualité. On n'a pas besoin d'apprendre ça de cette façon. Ça vient presque tout seul. C'est un domaine réservé. Et la culture, je vais vous dire, je ne sais pas si on aura l'occasion de parler de mon livre, le livre du monde. Alors, je voudrais quand même en dire un mot, mais en rapport à ce thème-là. Ce livre du monde, vous voyez le titre, le livre du monde, en fait, je raconte mon voyage en Chine, comme tout le monde. Mais pourquoi je l'appelle livre du monde? C'est parce que pour aller en Chine, vous partez de l'Afrique. Vous êtes porteur de votre culture africaine. Il n'y a pas, à l'époque où je fais ça, il n'y a pas de ligne directe Yaoundé-Pékin. Donc vous passez par l'Europe, soit Paris, soit Bruxelles, soit Rome, et vous pouvez rester 1 ou 2 jours en escale. Donc vous êtes dans le monde, vous partez de l'Afrique, vous êtes dans l'Occident. Et vous avez le temps d'observer l'Occident. Vous lirez, j'observe que l'Occident est arrivé à un niveau de culture où, peut-être parce qu'ils ont déjà tout fait, ils retournent maintenant à la luxure. Ils sont à l'apogée, c'est-à-dire à l'étape où la plupart des civilisations dégringolent et meurent. On a connu avant l'Occident des civilisations anciennes, la civilisation grecque, la civilisation romaine. C'est toujours ce cycle-là. C'est d'abord un cycle où les citoyens, n'est-ce pas, sont appelés à aimer leur patrie, à se battre pour leur patrie, et puis le développement suit, la technologie suit, et après tant de réussite, on tombe dans la luxure et c'est la fin de la civilisation. Oui, je voulais dire que l'Europe aujourd'hui, pour être chef d'État en Europe, on vous pose juste 2 questions. Que ferez-vous, quelles seront vos décisions par rapport à l'homosexualité, etc. C'est devenu le problème pratiquement numéro 1 là-bas. Ce sont des civilisations décadentes. Vous arrivez en Chine, c'est autre chose. Eux, ils ont l'Amérique comme objectif. La Chine a pour rêve principal de dépasser l'Amérique. Donc nous sommes plutôt dans la phase d'une civilisation ascendante qui se construit. Donc nous n'avons pas besoin de décadence aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, regardez, je sors presque de ma sérénité habituelle par rapport à ce problème parce que l'enjeu est plus grand ce que les gens non avertis peuvent croire. Il faut sortir ce livre des programmes. Est-ce que la majorité des écrivains se sentent indexés ou bien se sentent touchés par rapport à la question actuelle sur le livre des apprenants de la 5e? Mais vous savez, moi-même j'ai un livre initialement en 5e, mais maintenant qui est passé en 4e. Regardez, comparez un peu mon livre, Père inconnu, pour lequel, qui est resté d'abord 15 années dans les programmes, qui est sorti il y a 5 ans et qui retourne. Moi, mon bonheur a souvent été de celle que, par rapport à ce livre, c'est souvent les parents qui m'ont toujours écrit. C'est les élèves de 5e qui achètent le livre, mais quand ils arrivent à la maison, la maman lit, le père lit, et la plupart des contacts que j'ai eus proviennent des parents qui me remercient. Parce que cet ouvrage-là, qui s'adresse justement à cette tranche d'âge,
les met en garde. Même pas contre les déviances, je ne cite aucune déviance là-dedans, mais simplement contre la simple chute de la nature de l'enfant qui découvre le développement de son être. C'est déjà un grand danger pour lui. Vous, maintenant, vous lui montrez que le cunilingus, c'est... Mais vous riez, voyez-vous. Même pour les adultes. Non, mais parfois, c'est qu'on ne va quand même pas en pleurer. Hein. On ne va pas pleurer, mais il faut réellement en pleurer. Non, il faut en pleurer. Je préfère garder l'attitude de quelqu'un qui est tellement alarmé qu'elle préfère en rire, hein, à la fois. Hein? C'est bien, merci. Merci, je le fais. Alors, Joël, il est dit que les enfants vont... Vous savez, quand on est souvent en classe de 5e, on rentre, on dit « Papa, la maîtresse a dit que je dois aimer mon frère, je dois aimer mon cousin. » Est-ce que c'est vrai? Apparemment, dans quelques années, on aura les enfants qui rentreront à la maison. On dit « Papa, c'est quoi le cunilingus? C'est quoi la fellation ?» Tu te rends compte de ce qui va arriver bientôt? Non, mais c'est vrai, c'est un peu surprenant, mais une chose est sûre, lorsqu'un enfant entre avec une question à la maison, le parent se doit de répondre à cette question. Est-ce que les parents ne vont pas se sentir gênés un peu? Le parent se doit de répondre à cette question. Et justement, sans peut-être pas vous couper, je voulais juste poser une petite question à Pabe Mongo. Voilà. C'est vrai, connaissant que la génération présente est une génération Android assez avancée. Bon, est-ce que le simple fait de retirer le manuel de la classe va résoudre le problème? Ne va pas résoudre le problème, mais ils ne vont pas en rajouter. C'est pas parce que le retrait ne va pas résoudre le problème qu'il faut maintenant ajouter à ce problème-là. C'est un peu mon attitude. Vous savez, c'est une société déjà suffisamment ouverte. À vrai dire, ces enfants, comme vous le dites très bien, sont sur Internet. Ils peuvent voir là-dedans tout ce qu'ils verront, n'est-ce pas? Sur leur propre incitation. Il nous appartient tout de même dans ce domaine-là. Par exemple, à la maison, moi, ma télé, je la contrôle comme je peux. Même les téléphones, là, hein, que j'offre, n'est-ce pas, à mes petits-fils maintenant, puisque tous mes enfants sont grands, on doit quand même continuer de jouer, malgré tout, le rôle parental. Vous comprenez? Nous n'avons pas le droit d'abandonner. Nous n'avons pas le droit d'abandonner. L'incitation nous entoure. Nous sommes comme submergés, n'est-ce pas? Mais il faut continuer le combat. Oui, mais certains parents également approuvent ce livre en disant que d'une manière ou d'une autre, l'enfant sera confronté à ce type de milieu, mais peut-être c'est l'école, c'est l'éducation dès le bas âge pour l'amener à comprendre que voilà le monde dans lequel tu es et comment est-ce que tu dois agir. Je suis un pédagogue, hein? Je suis un professeur. Ce qui... comment dire, l'étape psychologique de l'enfant, c'est la curiosité. En réalité, c'est la curiosité. Donc vous lui montrez le sexe, il met le doigt dessus. Vous allez plutôt susciter la curiosité, l'intérêt, et partant, vous déviez vous-même, vous dévoyez vous-même votre enfant. Parce que c'est pour ça que ce niveau d'éducation doit revenir à la famille. Parce que tous les enfants ne sont pas au même niveau dans cette affaire. C'est la maman qui cause avec les plus petits, le papa aussi, mais en fonction de ce qu'ils décèlent sur leurs enfants. Maintenant, mettre tout le monde au même niveau en parlant de la nécrophilie. Vous connaissez la nécrophilie? Mais à quel moment est-ce que les enfants vont rencontrer la nécrophilie? Et on leur montre la nécrophilie. La zoophilie. Et c'est l'image la plus parlante même de cette affaire-là. Il ne faut pas exagérer. Ah voilà, donc je crois que c'est bien dit, je crois que c'est bien clair. On ne va pas vous faire sortir de votre sérénité habituelle, comme vous l'avez si bien dit. Mais peut-être on va dire merci à Jean-Marie Kinfac pour le fil de l'actualité de la semaine. Merci infiniment. Merci Merveille, merci surtout à ce panel bien constitué. Merci à ce public qui est venu nombreux. Merci mille fois au professeur Pabe Mongo qui nous a véritablement éclairé sur cette question du livre, une question qui continue de défrayer la chronique Merveille. Ah, allô, plateau pour
pourquoi ne pas parler des choses un peu plus intéressantes? On va prendre le clip original de la semaine, mais j'aimerais bien voir vos piches originaux, original. Bah moi je crois que quelqu'un me dit originaux ou nal, je crois que c'est nal, non? Voilà, on va donc prendre le clip, allons à la régie, on se retrouve juste derrière. Beck Records. Je bague vivre ma chose au Cameroun. Ma boula non colon doit je rentre en cola fin de Kadjoum. Cultiver les terres, vivre de l'agriculture, des boutures, de ma culture, toutes ces richesses. Tu trouveras sur les terres de mon pays. Maman que tabada, ma boula ne tabonjo. Me te ayeni yalla mintangan. Me te ayeni ba contravention ba facture me le mak. Mekiao Colon doit Jean oye.
belle musique de Coco Argenté qui nous replonge dans notre culture. Moi, j'ai bien apprécié. Hein, je rentre au village. Mais comment on dit je rentre au village en votre dialecte? Makadjal. Ah, mais c'est ce que disait, non? Makadjal. Oui. Makadjal. On aurait bien envie de vous voir esquisser quelque part dedans, c'est ça. Hein? Monsieur Pabé, quand vous étiez jeune, vous étiez un très bon danseur ou bien c'est quoi? Vous aimez bien vous enjailler un peu? Comme une souche. Comme une souche. Ah là 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 là. Voilà, merci à Joël qui nous a permis d'aller à la découverte ce soir. Je vais peut-être te raccompagner, mais avant, pourquoi ne pas accueillir l'instant comédie et l'instant buzznet? C'est l'entrée de Marina et voilà de Amadou Bouna. Le public charmant. Bah, merci. Bonjour. Oh, allez, attends, Marina, viens, mange. Allez, voilà, allez. Bon, toi, tu fais ceci, n'est-ce pas? Tu fais ça. Voilà. Alors, on commence par Amadou Bouna. Oh, oui. Bonsoir. Bonsoir. Très beau plateau, hein. Je suis très content d'être là ce soir. Nous avons avec nous Pabé Mongo, une sommité de la littérature camerounaise. Franchement, je sais qu'on a beaucoup applaudi, mais est-ce qu'on peut encore l'applaudir pour moi? À te voir parler, le dynamisme est haut. Je sens que la semaine a été super. Oui, très bonne semaine, parce que je suis devenu papa. Alléluia. Oh là là! Une fille ou un garçon, le sexe? Qui est naturellement un garçon. Oh! À ton avis? Non, je sais que tu as dit Tania, hein, dans les jumeaux, pourquoi pas. Mais je te le souhaite pour bientôt. Alléluia. On accueille aussi Marina, la ravissante Marina, la dame internet. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être sur ce plateau, surtout avec ce grand homme, ce grand écrivain. Ses œuvres nous ont bercés pendant notre enfance, vraiment, à l'instar de Père Inconnu. J'ai lu cette œuvre avec passion, voilà. Alors, je suis heureuse d'être là. Ton père est connu, non? Oui, mon père est connu. Ah non, c'est bien. Pose-moi la question. Pose-moi un peu la question, s'il te plaît. Ton père, il est inconnu. Merci infiniment. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi avec Amadou Bouna? Qu'est-ce qui va nous faire rire? Moi, particulièrement, la femme est un sujet sur lequel j'aime m'étaler. Au sens littéral du terme. Littéral. C'est noté. Allez, au sens littéral du terme. Au sens littéral du terme. Voilà, oui, on t'écoute bien sûr. J'espère que nous nous comprenons. Hein? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va nous l'expliquer hein, tout à l'heure. Okay. Non, monsieur Pabé Mongo est là. J'ai eu l'occasion de jouer Le Roi de Manchot, une pièce de théâtre qui a été écrite par Pabé Mongo dans les années, je crois, 2005. Il y a du chemin. Hein. Mais ce qui est plus intéressant, Père Inconnu. Arrêtez-moi si je me trompe, c'est une femme qui accouche un enfant dont elle ignore le père, et puis la fille en question va encore enfanter notre enfant dont elle ignore le père, et la chaîne va se suivre. Et c'est exactement ce que je me tue souvent à me demander. Pourquoi les femmes sont comme ça? Hein, Marina? Je ne sais pas si vous avez constaté que quel qu'en soit l'âge, le talent, la beauté et l'intelligence d'une femme, elle finit toujours par se faire tromper par un homme. Ah bon? Est-ce que vous confirmez ça? Non. Bah, attends. Amadou, s'il vous plaît, mais là, tu vas pas venir nous secouer quand même. Si on compte le nombre de femmes dans ce plateau-là, tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Non. Moi, j'ai même trouvé la solution au problème. C'est parce que les femmes ne sont plus soumises. C'est pour ça que les hommes les abandonnent. C'est une affirmation. Oui.
Oui, une femme soumise, c'est une femme respectable. C'est une femme respectée, c'est une femme résistante. Oui, Amadou, tu as besoin d'une tasse de café, s'il te plaît. Et là, je te pose direct. Parce que exactement la soumission de la femme, ça date de l'Antiquité. Hein? Oui, Ève avait compris ça si tôt. Tu crois vraiment que si Ève était venue dire Adam, arrête de manger la pomme, c'est quoi avec toi? Non, il n'aurait pas mangé. Sans doute, elle va arriver. Adam, mon chou, Adam, la pomme. Allez, vas-y, mort là. Mort, Adam. Elle est sucrée, elle est salée, elle est pimentée. Vas-y, Adam. Et le gars, il a mordu la pomme. Oui. Oui. Moi, je crois que le problème des femmes aujourd'hui, c'est qu'elles préfèrent écouter mathématiques au lieu de m'écouter moi. Vous connaissez mathématiques? Non, on ne le connaît pas. Comment de quelle expliquer, comment l'expliquer? Mathématiques. Vous connaissez Bébé Black? Aimez, oh, aimez, si tu veux me draguer, oh, rendez-vous au dragage. Voilà, mathématiques, c'est un peu comme Aimé Black. Qui dit? Mais avec du texte et du vrai Makossa. Oui. Oui, bon, il fallait peut-être ajouter un de petits pays quelque part, oui, mais voilà. Oui, la mathématique de petits pays, bon, pour les jeunes, c'est le Ngengeru qui est à Douala là. Oh là 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 là. Bon, souvent quand je dis que le Ngengeru, les gens on parle avec la suite de l'histoire quand même. Hein, oui, bon, en mathématiques, il a fait une chanson, il racontait que les hommes d'aujourd'hui sont devenus compliqués. Si tu aimes ton gars, serre-le fort. Moi, je vous jure, j'ai une voisine, quand elle a écouté ça, elle a commencé à serrer son gars. Ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied. Elle a serré le gars. Oui. Elle a serré le gars jusqu'à la laisser juste un petit trou comme ça pour que le gars puisse respirer. S'il te plaît, Amadou. Oui. Dans quel sens est-ce qu'elle a serré le gars? Parce qu'il y a le sens, le premier degré, le deuxième degré, le troisième degré. Elle a serré à quel niveau? Combinaison de 3 dans 1. Premier degré, deuxième, troisième degré. Ok, d'accord. Je vous jure, elle a serré le gars si bien qu'elle a laissé juste un petit trou comme ça pour que le gars puisse respirer. Je vous jure, une autre fille a envoyé son doigt dans le petit trou là. Elle a tiré le gars jusqu'à elle est partie avec. Non, c'est pourquoi moi je dis souvent aux femmes, si tu aimes ton gars, étouffe-le. Oui. Étouffe-le. Comment? Sinon tu en trouveras d'autres, c'est pas le gars qui m'a. Non, tu vas pas dire ça quand même, hein? Oui. Non, et tu nous demandes quand même de ne pas écouter mathématiques pour écouter, étouffer comment? Pour m'écouter. Tu vas mourir, hein? Non. Si on l'étouffe. Non, parce que moi je dis souvent aux femmes, j'ai une voisine, elle est venue d'Emma, elle se plaignait que oh, avec les hommes d'aujourd'hui, on n'est plus sûr de rien. D'ailleurs, j'ai décidé, je ne sors plus avec un homme marié. J'ai dit non. Si avec les hommes d'aujourd'hui, on n'est plus sûr de rien, c'est même avec un homme marié qu'il faut sortir. Mais c'est pas bien, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Attends, s'il te plaît. Oui. Mais il a offusqué, hein? Non, je m'explique. Bon, tu me permets, Amadou, tu me permets. Moi, je demande à un homme marié sur ce plateau, naturellement, qu'il me donne au moins son point de vue. Je ne suis pas certain qu'il sera dans le même sens que toi. Si tu es à coup avec un homme célibataire, tu vas chez un homme marié. C'est des enseignements nouveaux. Hein? Je m'explique. Voilà. Je m'explique. Parce que quand tu sors avec un homme marié, tu es sûr d'une chose. Il ne va jamais quitter sa femme pour t'épouser. Voilà. Oui. Mais si jamais il le fait, parce qu'il peut être assez bête pour le faire, parce que les hommes bêtes, on rencontre souvent, hein. Bon, pas comme les femmes bêtes, mais bon, voilà. Mais s'il le fait, tu peux encore être sûr d'une deuxième chose, c'est qu'un jour, il va aussi te quitter pour épouser une autre. Non. Non, mais là, je commence à comprendre. Je commence même à accepter que peut-être il faudrait t'écouter. Hein. Oui. Ça commence à devenir intéressant, Joël. Oui. Voilà. Le véritable problème des femmes de nos jours, c'est la soumission. Parce que quand une femme est soumise, elle obtient tout de son mari. Tout. Oui. Bon, tout sauf l'amour. Soyons sérieux, un homme intelligent ne peut pas donner l'amour à sa femme. Et donc quoi? L'argent? Mais l'amour rend aveugle. Si ta femme devient aveugle, qui va faire la vaisselle? Qui va faire la cuisine? Qui va faire la lessive? Non.
Alors, qu'est-ce qu'il peut donner à part l'amour? Il donne tout, sauf l'amour. Mais il peut donner quelques fafious. Hein. Oui. Sauf l'amour. Oui, parce que c'est dangereux. Et c'est normal. Oui, c'est normal. D'ailleurs, depuis un temps, moi, maintenant, quand je marche dans la rue, quand je rencontre une belle femme qui est mariée, c'est elle que j'aborde. Oui, je dois connaître l'homme qui va élever mes futurs enfants. Comment? Non, mais en même temps aussi, quand je rencontre... c'est pas mal l'humour ironique, hein, c'est pas mal. Hein. Non, mais en même temps aussi, quand je rencontre les deux femmes mariées dans la rue, je l'aborde. Hein. Ben, c'est normal, quand quelqu'un réussit un exploit, il faut savoir comment la personne a procédé. Et comment est-ce qu'il a procédé? Oui, les deux femmes qui est mariée, c'est un exploit. Il faut savoir comment elle a pu... Elle a dit que la beauté est relative. Hein. Oui, la beauté est relative, ce qu'on dit souvent. D'autres disent que la beauté est à l'intérieur, mais je ne suis pas sur moi souvent à l'intérieur. Hein. Oui, c'est l'emballage qui vend le produit. Donc, ce qu'on va savoir, c'est que la beauté est à l'intérieur. Non, je crois que c'est une phrase qu'on a inventée pour construire les deux femmes. Ouais. Il y a aussi des gens qui ont dit que la beauté se trouve dans l'œil de celui qui regarde. Ah ouais. Oui, c'est pour ça que... C'est pour ça que le crapaud aime sa crapaude. Oui. Moi, je suis d'accord avec cette assertion pourvu qu'on la complète. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde quand il a bu si vert. Oui. Non, mais attends. Quand tu bois si vert, toutes les femmes sont belles. Ça ne va pas être aussi cru quand même. Hein, donc, pour ceux qui voient là, quand ils voient tout, même, ils peuvent même confondre parfois le verre à la femme, la poupée à la femme, l'homme à la femme. Oui, c'est parce que l'alcool développe en nous des propriétés que en temps normal ils n'ont pas. Voilà. Comme quelle propriété? La lucidité. Non, je dis souvent aux femmes, pour savoir si ton mari aime, il faut le voir quand il est sous. S'il est sous, il ne te trompe pas, ça veut dire qu'il t'aime. Ah bon? Oui. Alors, je crois que tu es super intéressant, mais pourquoi ne pas faire un tour pour écouter ce que dit Internet? Et juste après, on va revenir, pourquoi pas, pour rire encore et rire encore et en rire encore. Assiri! On prend donc une légère... Voilà, Buzzette. Marina, tu as notre œil et également nos oreilles, ou bien tu es nos yeux, hein, c'est mieux de dire ça comme ça, sinon on pourra penser que... les oreilles... Sinon on pourra penser, sinon lui tout à l'heure dans son intervention, il va dire que je voulais dire que tu es bonne. Pourtant c'est pas ce que je voulais dire. Alors, que disent les journaux, mais pas forcément les journaux, ou bien les pages Internet, les internautes également. Qu'est-ce qui a défrayé la chronique? Alors, ici, aujourd'hui, nous avons trois principales informations qui ont donné à dire, qui ont poussé les gens à s'interroger, à donner leur point de vue par rapport à un certain nombre de choses. Nous allons bien évidemment entamer cette page avec la rubrique éducation, le livre de 5e, voilà. Encore, voilà. Le livre de 5e qui fâche, c'est comme ça que plusieurs journaux, comme ça, ont intitulé cela. Plusieurs personnes se sont déclarées, voilà, ont prononcé plusieurs choses par rapport... Voilà, sont prononcées, merci, par rapport à cet état de choses, hein, à l'instar de Martin Kamimimbe, qui parle, voilà, je vais citer tout à fait ce qu'il a dit. Il parle d'éducation sexuelle ou de propagande sexuelle. Alors là, à l'écran, on va voir un extrait de ce qu'il a dit. Il parle effectivement de cet état de choses. Est-ce qu'il serait question d'éduquer les enfants par rapport à ces sujets tabous, ou alors de pousser les enfants à se lancer abondamment dans ces pratiques sexuelles? Alors, il n'est pas le seul qui s'est étendu par rapport à ce sujet. Sur la question. Plusieurs personnes en ont parlé, les journaux, les internautes. Comme oui, mais la tendance, alors la tendance est plus pour. Pour. Oui. Le retrait. Le retrait, bien évidemment. Ah, d'accord. Merci. Sinon, j'allais donner un verre d'eau. Sinon,
allez donner un verre d'eau à M. Babé. Alors, la tendance est beaucoup plus pour le retrait de ce livre-là. On a interrogé, bien évidemment, aussi certains parents qui se sont largement, qui ont largement défendu cet état de choses, qui ont dit, c'est vrai de parler, il est bon de présenter certaines choses aux enfants, certains éléments aux enfants, de sortir de cet état-là, afin que les enfants puissent comprendre véritablement de quoi il est question. Mais il ne faudrait pas qu'on enseigne cela à l'école. Donc, nous avons interrogé les parents. Il ne s'agit pas simplement ici de dire ce que le net a dit, a déclaré, mais aussi dans les rues, il y a des personnes qui en parlent de bouche à oreille. Alors, nous allons passer à autre chose. Oui, peut-être avant de passer à autre chose, moi, j'aimerais bien prendre l'avis d'Amadou sur la question. Amadou, les enfants, bientôt, vont nous poser la question le soir quand ils seront rentrés. C'est quoi la fellation? Il y a des réponses très simples. Tu le dis, c'est quelque chose que les enfants ne savent pas encore. Ou des réponses que mes parents me donnaient quand j'étais plus jeune. Ils disaient que non, ça, ne cherche pas à savoir, ne cherche pas à comprendre, c'est pas bon pour toi. Si tu touches à ça, voilà. Donc tu es contre le livre là à l'école, donc tu es pour le retrait du livre des programmes scolaires. Je suis extrêmement contre. Il faut bien toucher le mot, extrêmement contre. Il faut aller dans les extrémités. Oui, on doit non seulement retirer ce livre, mais on doit le brûler et oublier même qu'il a existé. Mais celui qui l'a écrit, peut-être, va en pleurer. Hein. Oh non, chacun défend ses positions, chacun défend ses idées, comme l'a dit le professeur. Il ne s'agit qu'un chapitre. Oui, mais on peut retirer tout le livre. Il y a une intention derrière qui n'est pas bonne. Bon, ça c'est selon chacun toi. doit défendre sa cour. D'accord. Oui, selon moi, mais selon beaucoup de Camerounais, elle n'est pas bonne. Moi, je pense que il ne faut pas qu'on traîne les gens dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. La vérité, c'est ton père, nos parents ont été éduqués d'une certaine manière. Pourquoi voulons-nous remettre cette manière en cause? Puisque l'éducation après a marché. Hein. Donc, vous voulez me dire que tous les gens... Voilà, monsieur Pabé Mongo, c'est une sommité de la littérature. Est-ce qu'il y avait ce livre à l'époque? Pourquoi on pense qu'en introduisant aujourd'hui, on va faire des nouveaux génies? Non, laissez-nous comment on était. Voilà, on a pris ton avis sur la question. Je pense que chacun à la maison également... Ce livre n'est pas compatible avec Père Inconnu. Je crois que c'est bien noté, on l'avait compris. Donc, on va prendre le deuxième sujet avec Marina en espérant que les téléspectateurs également à la maison se sont fait une idée sur le livre et ils ont la possibilité de réagir sur notre site internet www.humanitariantv.com www.humanitariantv.com. On attend vos réactions. Le deuxième sujet, Marina. Alors, le deuxième sujet concerne bien évidemment le sport. Le sport. Oh là là, le sport. C'est le football parce que quand bien on parle de évidemment, voilà, il faudrait bien préciser le football avec l'équipe nationale. Encore voilà. l'équipe nationale. Cette fois-ci, que disent? Il s'agit précisément voilà, de la nomination de Lucrèce Modou Djemba comme team presse. Voilà. Et préciser peut-être que c'est à la place de... Voilà, à la place de la proposition. Voilà, de Martin Kamumim. Voilà. Et beaucoup de personnes ont effectivement parlé de cet état de choses. On était quasiment sûr que ce cher journaliste, ce grand homme sera le team presse. Le représentant. Voilà, le porte-parole des Lions Indomptables. Il fera dans cette union entre l'équipe nationale et la presse. Mais à la grande surprise générale, c'est la journaliste de la CRTV qui a été nommée à ce poste. Et ce qui fait même encore en sorte que les uns et les autres se posent des questions, c'est le fait que c'est une femme, la première femme qui arrive à ce poste-là. On pouvait se dire, bon, on pouvait la nommer comme team presse du côté des Lions Indomptables, pourquoi pas, mais à la surprise générale, elle vient occuper un poste d'homme dans la tanière. Dans les Lions, voilà. Pardon, je voulais dire, les internautes sont pour ou contre la balance? Bon, la balance, s'il faut parler de balance, il n'y a pas vraiment de balance parce que les uns les autres estiment que si on l'a nommée, c'est parce qu'elle a effectivement les capacités adéquates pour relever le défi. On n'a pas nommé Lucrèce Modou Djemba justement comme ça. Bon, il y a certains qui disent que c'est par rapport à des relations un peu, tu vois. Mais pourquoi il se fait la tête à Amadou? Tu en sais quelque chose, relation et autres? Non, si on montre quelque chose de positif quand même, ça veut dire que le football camerounais est moins misogyne que performant. Et la suite. Alors, je voudrais tout simplement chuter pour dire que Lucrèce Modou Djemba, si elle a été portée à ce poste, c'est parce qu'elle a
elle a certainement des capacités adéquates pour relever le défi en ce sens-là. Mais M. Pabé, on a donc une question qui est vraiment sur la table, sur Internet. Beaucoup de personnes, par rapport à ce sujet, ont réagi. Martin Camus-Mime, certainement vous le connaissez, le journaliste sportif, et Lucrèce, qui est à la activiste et la présentatrice d'une émission là-bas sur la télévision nationale. Donc il y a beaucoup de personnes qui, pour situer dans le contexte, Martin Camus-Mime a été proposé par la FECAFOOT. Malheureusement, quelques temps après, donc dans un futur vraiment, c'était vraiment très cadré, à la surprise de tout le monde, la proposition a été rejetée au profit de Lucrèce. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, moi je suis surpris et agréablement. Je pense qu'elle mérite. Elle mérite. Je pense qu'elle mérite. On l'a vu œuvrer, hein. Elle ne tombe pas du ciel, c'est dans ce métier. Et puis elle exerce avec la touche féminine. On en a besoin. Donc, vous savez, l'un des problèmes justement au Cameroun et en Afrique, ce sont les préjugés. On veut toujours entacher les promotions des femmes par des soupçons d'alcôve. Non, pour une fois, soyons sérieux. Il y a une rénovation générale autour du mouvement sportif et footballistique camerounais. Accompagnons cela. Accompagnons cela. Tu es d'accord avec cela, Joël? On devrait... pourquoi pas faire confiance à Lucrèce? En fait, c'est vraiment une très grande première. Une grande première de voir une femme à la team presse à Daniel et Lyon. C'est vraiment un peu compliqué. Mais je crois qu'avec un entourage assez grand et vaste, elle va pouvoir s'en sortir. Elle a le soutien de tous les autres, donc ça va. Elle a le soutien des femmes, de certaines femmes, bien évidemment. Il faudrait bien recadrer. Mais Amadou, toi, tu secoues la tête à chaque fois qu'on parle. Est-ce que tu as un problème avec Lucrèce? Tu dois me dire, tu as un problème avec Lucrèce, tu la connais quelque part. Est-ce que Lucrèce, c'est toi, vous? Est-ce que Lucrèce, c'est toi, vous? Je l'aime bien. J'aime bien quand tu restes là. Bah moi je m'appelle pas Lucrèce, moi c'est Merveille, ok? Non, voilà, tu vas de Lucrèce au Merveille, waouh. Donc c'est ascendant. Ouais. Mets ton avis sur la question. Non, Lucrèce, je l'ai connu à la télévision nationale comme tout le monde. Moi, je n'ai rien contre le football. D'ailleurs, un proverbe chez moi dit que pour avoir quelque chose contre un truc qui est con, il faut aussi être con. Donc, moi, le football, je n'ai rien contre le football. Mais où est-ce que tu prends tes proverbes, là, tes phrases un peu comme ça? Ah, dans mon village. Au village. Donc, Non, ça mérite vraiment. Oui, voilà, je crois que ceux qui l'ont nommé savent de quoi ils parlent. De toute façon, ça fait longtemps que les Lions ne gagnent plus rien d'intéressant. Donc, j'espère qu'avec une femme, ça va aller. Quand ça ne va pas, il faut bien aussi qu'on essaye une femme, on ne sait jamais. Elle peut mettre des bons condiments dans la sauce, là. Alléluia. Voilà. Voilà le dernier sujet avec toi, Marina. Alors, le dernier sujet, c'est notre rubrique Faits divers. Un homme qui a été confondu, voilà, à un brigand. Bon, le monsieur a fait 17 ans d'emprisonnement aux États-Unis. Voilà, on l'accusait d'avoir volé, d'avoir braqué, alors que ce n'était pas lui, du simple fait qu'il ressemblait typiquement au brigand en question. Ayant passé plusieurs années en prison, ses colloques, si je peux le dire ainsi, on dit, mais tu ressembles à tel brigand. Et au fur et à mesure que les gardiens, voilà, les vigiles comprenaient cela, avec l'aide bien évidemment de son avocate, on a fait encore des investigations, on s'est rendu compte que le monsieur en question était innocent. Donc après 17 ans passés en prison, ce monsieur a été relâché. Il a été dédommagé quand même. Et voilà, j'y viens. Ah, d'accord. J'y viens. Alors, il a demandé pratiquement une somme d'1 million de dollars, voilà, à l'État des États-Unis par rapport à cet état de choses. Tu sais, il avait 2 enfants. Et lorsqu'il est sorti de prison, la première fille avait 24 ans et la seconde avait 19 ans. Donc, il a perdu toutes ces années-là sans voir ses enfants grandir. Raison pour laquelle il a porté plainte contre eux. Et la décision est sortie. Est-ce qu'il est déjà millionnaire? C'est en cours. On peut commencer à activer, hein, Amadou, on active les réseaux. Il est millionnaire dans un moment. Je voudrais
préciser une chose, Merveille, si tu le permets, c'est 1,1 million de dollars par an. C'est-à-dire que chaque année qu'il a passé dans ces 17 ans-là. 1 million fois 17. Ok. Oh là 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 là. C'est un bon réseau. Oui, mais après c'est quand même alarmant aussi. Hein. C'est alarmant de savoir que même pour de l'argent, je pense pas qu'on peut acheter la liberté. On peut peut-être donner une contrepartie. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose sur la question. Oui, moi j'ai eu une analyse très simple de la chose. D'abord, dans mon village, on dit que Ikiwarakinja a mangro. Oui, le prunier ne produit pas les mangues. Donc, moi, je crois qu'on revient là sur le sujet dont je parlais ce matin, un problème de soumission des femmes. Parce que, imaginez-vous, j'arrive, on a confondu deux hommes. Pourquoi? Parce qu'ils se ressemblaient. S'ils se ressemblaient, c'est qu'il y a quelque chose quelque part. Je suppose que son papa avait connu la première femme, elle a manqué de respect, il est allé faire notre enfant dehors, et c'est pour ça que les deux se ressemblent. Oui, parce que s'ils se ressemblent, il y a une lignée quelque part. Amadou, est-ce que tu as entendu parler des sosies un jour dans ta vie? Mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. Le prunier ne peut pas tomber d'un manguier. Si deux personnes se ressemblent à ce point, quelque part, ils ont soit le même père, soit la même mère. Ça veut dire qu'il y a une femme qui a fait chier son mari et il a encore allé faire une connerie quelque part. Et voilà, maintenant... Mais est-ce que l'écrivain est du même avis? Moi, je pense qu'il peut avoir des sosies. Mais la question n'est même pas à ce niveau. La question est 17 ans d'innocence en prison. C'est dramatique, hein? C'est dramatique. Les erreurs judiciaires, elles sont dramatiques, elles sont même tragiques. C'est tout un destin qui est plus ou moins détruit. Bon, maintenant, c'est une interpellation, hein? Mais vous savez, les juges sont des humains. Ils jugent sur preuve. Et parfois, la raison... Il y a des innocents qui clament « je suis innocent », mais en justice, ils jugent sur pièce et sur preuve. Donc l'erreur judiciaire est attachée à notre condition humaine. Mais il ne faut pas que ça donne des idées à certains. Hein. 1 milliard de dollars par an pour aller en prison. Alors ici, la compensation, il a eu la compensation. C'est en cours, c'est pas validé. C'est en cours parce que, écoutez, s'il les obtient... ça peut donner des idées, prêter des idées. Mais ça peut donner des idées parce qu'il sera donc resté... Vous-même, en 17 années, est-ce que vous aurez accumulé une telle non, justement, il y a beaucoup de Camerounais qui seraient prêts à se faire confondre pour aller en prison. Ça, c'est quand même... Aux États-Unis, déjà, il faut le rappeler, c'est pas n'importe quelle prison. Mais Joël, est-ce que ça ne prêterait vraiment pas d'idées à certaines personnes? 1 million de dollars. Hein, on n'est pas en France, c'est pas là. 1 million de dollars, ça fait beaucoup d'argent. Par an? Oui, par an. Pendant 17 ans. C'est énormément d'argent. Mais il va vivre heureux toute sa vie. Hein. Toute sa vie, naturellement, avec au point que deux ou trois générations après lui seront parfaitement à l'aise. En fait, je voulais te rejoindre ton idée parlant de sosie, qu'en fait, il arrive qu'à quelques endroits de la terre, ou quelqu'un soit peut-être exactement comme vous. Mais une question un peu. Quelqu'un soit peut-être exactement comme vous, oui. La question, c'est au niveau des empreintes. Est-ce que on peut se ressembler au point d'avoir les mêmes empreintes? C'est possible. Quand on est en prison, n'est-ce pas? Je ne suis jamais allée, ça c'est clair, mais bon, je crois quand même que c'est comme quand on fait la carte d'identité, on met les empreintes. On prend des photos. Oui, peut-être au niveau des empreintes, là quand même. Franchement, les empreintes sont uniques. 17 ans, hein, peut-être à l'époque, la police américaine n'était pas aussi efficace qu'aujourd'hui. Hein, parce qu'il ne faut pas confondre la police américaine et la police du cinéma américain. Voilà, donc on va dire merci à Marina, merci infiniment pour le buzz Internet. On va raccompagner Marina avec ses transitions et pourquoi pas se retrouver derrière pour rire et encore rire.
sur le Grand H. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous nous avez pris en cours, hein? Mais la procédure, non, pas la procédure. On va dire comment la science pour l'écrivain qui est à côté de moi. Qu'est-ce que je dois dire? On est en train de continuer. Je veux un mot rapide, l'inspiration d'un écrivain là. Quoi, la suite? Ah voilà, la suite. Donc c'est avec la littérature, pourquoi pas, mais aussi santé, santé, santé. On va parler de santé. Donc on va accueillir Monsieur Tadoum qui va donc arriver, il est bien reçu, hein? Et le Monsieur Santé également. Bah voilà. Ah, moi j'allais dire que tu as les salutations présidentielles, hein, parce que... Vas-y. Le Monsieur Santé également qui va nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir, 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 bonsoir. Voilà, merci infiniment. Vous prenez place. Je vais peut-être vous laisser vous installer. Dis un bonsoir à M. Tadoum qui est là. Bonsoir. Bonsoir, merveille. Ben, vous êtes habillé à la parisienne. Au Parisien, là, vous êtes assez mignon. Inspecteur Derrick. Merci. merci. C'est quoi? Non. C'est quoi? C'est rien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu vas continuer? Non. Tu vas continuer? Non. Voilà. En même temps, c'est intéressant d'être Derrick, hein, donc du coup, Ah. c'est recevable. Comment était ta semaine, sinon? On a l'impression que c'est cool, hein? Une semaine extraordinaire parce que riche en travail et en tout ce qui va avec. C'est plus ça qui exalte et qui nous donne de savoir qu'on est vivant et d'être fier d'être vivant. Mais tu es macronisable, hein? Tu sais que tu es macronisable. Ah bon? Mais sinon, j'ai envie de te poser la question. Quelle est l'actualité qui aurait marqué ta semaine? L'actualité qui aurait marqué ta semaine? Quelle est l'information qui aurait marqué ta semaine? En fait, il y a une information qui m'a marqué en semaine, c'est celle de la réouverture des armureries. Tu peux donner de la voix, s'il te plaît? La réouverture des armureries au Cameroun. En fait, dans les 8 régions, et 2 ne sont pas concernés par cette décision. Donc voilà. Mais ce qui rend encore ça cette information-là plus croustillante, c'est le fait selon lequel aucune armurerie n'est ouverte à Yaoundé. Ah bon? Ouais. Vérifié. Vérifié. Par moi-même, personnellement. Donc, si ce monsieur était macronisable, il est macronisable. Il est macronisable. Bah, tu me fais perdre le souffle. Hein. Si tu me prends là et puis je me sens vraiment... Ça te fait du bien? Ça te fait du bien? Énormément plaisir. Il a envie de te dire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi Amadou et mes invités aujourd'hui. C'était d'abord Lucrèce, maintenant c'est Tadoum. Vas-y, je te laisse pas. Non, je n'ai rien dit. Juste que si tu es macronisable, je peux déjà sélectionner les grands-mères de mon village en poste pour t'épouser. Voilà, c'est exactement ce que j'avais dit. J'avais dit que tu avais quelque chose derrière, la tête. Ça, c'est clair, ça, c'est certain. On a le monsieur Santé également qui est avec nous sur ce plateau, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. C'est vrai qu'on va parler santé avec vous, mais avant de revenir à la santé, on va prendre une légère transition pour peut-être s'installer et donner l'occasion à mes invités de souffler un peu. Voilà, on est de retour, c'est le Grand H. On va donc parler de santé avec vous, Monsieur Calista Lombe, vous appartenez à un service de recherche certainement en ce qui concerne le sida et autres. Vous pouvez nous situer sur la question quand même? Bien, je suis Calista Lombe Yomnier, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu.
Je suis un des experts sur les questions d'éthique de la recherche auprès de l'ANRS, l'Agence nationale française de recherche sur le sida et les hépatites. Et également au niveau du Cameroun, j'apporte mes conseils aux équipes de recherche qui travaillent à l'ANRS et les autres agences de recherche. Voilà, aujourd'hui, ce soir précisément, ce qui nous intéressera avec vous, c'est la question de l'hépatite. On sait qu'il y a plusieurs types d'hépatite, mais des fréquents et des récurrents dans notre contexte en Afrique ou bien au Cameroun, on peut citer quelques-uns. Bon, ce qu'il faut noter tout d'abord, c'est qu'au Cameroun, on trouve beaucoup d'hépatite virale B et on trouve l'hépatite virale C aussi. Mais pour ce qui concerne l'hépatite virale B, il faut noter que ceci est aussi lié à l'histoire de la médecine dans notre pays. Vous savez, le Cameroun comme l'Égypte ont connu dans les temps anciens, pour dire un peu avant les indépendances, les campagnes de vaccination au pistolet. Et ces vaccinations au pistolet ont été, n'est-ce pas, des risques pour les populations. C'est vrai qu'à cette époque-là, en faisant cette vaccination de cette manière-là, on ne se rendait pas compte que en réalité, on permettait à des personnes qui avaient l'hépatite comme ça là, de transmettre l'hépatite à d'autres personnes parce qu'on utilisait un seul pistolet pour vacciner une série de personnes. Wow. Et du coup, c'est comme ça que les gens ont chopé l'hépatite virale B. Et vous savez, c'est une infection qui se manifeste avec beaucoup de retard. C'est-à-dire que si vous êtes en contact avec l'hépatite virale B aujourd'hui, vous pouvez passer plusieurs années, voire 10, 20, 30 ans, avant que l'hépatite se manifeste de manière qu'on puisse avoir certains signes. On a bien envie de poser la question, celle de savoir comment est-ce qu'on contacte la maladie, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas bien informées sur la question. Bien, que ce soit l'hépatite virale B ou l'hépatite virale C, les modes de transmission, c'est par voie sexuelle, particulièrement pour l'hépatite virale C. Pour l'hépatite virale B, il y a la voie sexuelle et la voie orofécale. C'est-à-dire que si quelqu'un qui a l'hépatite virale B va déféquer dans les champs et que vous récoltez des légumes là-bas, que vous ne les lavez pas bien, si vous les consommez, vous rentrer en contact avec l'hépatite virale. Oh là 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 là, moi je t'arrête tout de suite. Donc, pardon. Ceux qui sont en train de nous regarder à la maison, qui vont souvent au champ, pour être clair, c'est que vérifiez bien où est-ce que vous faites votre récolte. Sinon, vous pourriez être en contact avec l'hépatite virale B. Voilà. Et l'hépatite virale B aussi, on peut contacter dans... quand je parlais de rapport sexuel, il faut dire que généralement dans cette activité sexuelle, dans cet épanouissement sexuel, il arrive que très souvent, nous embrassons nos partenaires avec ce qu'on appelle un bisou humide, c'est-à-dire qu'on prend la langue de nos partenaires dans nos bouches. Et le virus de l'hépatite virale B, on peut le contacter à travers la salive. Oh là 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 là, les embrassades là, les embrasseuses et les embrasseurs, c'est ça? Oui, non, les ambassadeurs et les ambassadeuses. Mais monsieur Pabe, est-ce que vous entendez ça, les embrasseuses et les embrasseurs? Ouais. S'ils ne font pas attention, tout devient dangereux. Oh là 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 là, bientôt même le presque sourire. Plus rien là. Non, mais il y a un vaccin contre l'hépatite. Non, on arrive là, mais il faut déjà attirer l'attention des embrasseuses et des embrasseurs. Donc vous savez qu'il y a une tendance de jeunes filles et de jeunes garçons qui se livrent souvent à ce type de pratique là. Hein. On embrasse n'importe qui, n'importe. Je t'ai rencontré à 12 h, je t'embrasse à 17 h. On prend le bus à 11 h et puis pendant le voyage, c'est le cinéma. Voilà. Oui, donc en plus,
de la voir. Moi, j'ai envie de dire ça terre à terre. Hein. En plus des embrassades, est-ce qu'il y a un autre moyen d'entrer en contact avec la maladie? Oui, l'hépatite virale C, on peut l'avoir lors d'un rapport sexuel. Mais il faut dire qu'au-delà de l'hépatite virale C, on a l'hépatite virale d'État, qui est un peu plus difficile aujourd'hui à solutionner. Parce qu'il faut quand même noter que pour ce qui est de l'hépatite virale C, aujourd'hui, on est capable de le guérir. C'est-à-dire que si vous avez l'hépatite virale C, c'est plus facile pour vous d'être sous traitement et au plus tard dans les 6 mois, vous avez la guérison à votre traitement. Moi, j'ai envie de demander si je fais ça. Est-ce que je vais avoir l'hépatite? Non, aucun risque. Aucun risque. Donc, je peux faire... Aucun risque. Madame ne va pas... Aucun risque parce que vous êtes seul ou parce que ce type de bisou ne le fait pas. Parce que justement, ce type de bisou n'est pas ce qu'on appelait un bisou humide. Ah, ok, donc on n'est pas au contact avec... Tu vas... Ok. Donc, ce qu'on retient, c'est que tant que le bisou n'est pas humide, il n'y a pas de risque. Voilà, il n'y a pas de risque d'avoir l'hépatite virale B en embrassant quelqu'un. Maintenant, est-ce que les recherches vraiment ont évolué au point où on peut avoir un vaccin ou un traitement? Bon, effectivement, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés en Égypte, au Cameroun et dans beaucoup d'autres pays. Et aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que si vous avez déjà l'hépatite virale B, vous pouvez être mis sous traitement, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vos traitements, vous allez le prendre pendant longtemps. Vous allez considérer que vous avez une maladie chronique pour l'hépatite virale B. Pour l'hépatite virale B, si vous ne l'avez pas encore contracté, aujourd'hui, il y a un vaccin. Si vous faites le vaccin contre l'hépatite virale B, parce que vous n'êtes pas encore en contact avec l'hépatite virale B, vous ne ferez pas de problème avec l'hépatite B. Donc là, de ce côté, il n'y a pas de souci. Mais pour ce qui est de l'hépatite virale C, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a des traitements. C'est vrai, les traitements coûtaient énormément cher, mais avec des négociations que le ministère de la Santé publique du Cameroun a eu avec certains partenaires et certains laboratoires, aujourd'hui, il y a des traitements qui permettent aux personnes qui ont l'hépatite virale C, n'est-ce pas, d'être traitées avec une guérison qui est assurée au bout de 6 à 12 mois. Donc, ce qu'on peut dire en résumé, parce que moi j'aime bien le résumé, c'est que ceux qui aiment embrasser là, du moins ceux qui aiment se passer les humidités, hein, que ce soit en haut ou en bas, il y a un vaccin. Vraiment, évitez la malchance sur votre corps. C'est ça, je crois qu'on doit peut-être aller se faire vacciner, c'est le conseil. C'est la première chose, c'est qu'il faut aller d'abord se faire dépister. Si on constate que vous n'avez pas l'hépatite virale B, vous vous faites vacciner et à ce moment, vous êtes protégé à vie. Alors, est-ce qu'il y a un autre conseil santé en ce qui concerne l'hépatite pour ce soir? Oui, comme nous l'avons dit déjà pour ce qui concerne l'hépatite virale B, il faut laver les fruits qu'on ramène des champs. Parce que même si vous n'allez pas dans votre champ et que vous achetez les fruits, que ce soit au marché de Fundio, n'importe où, dans les marchés de nos villes, il est bon de laver les fruits correctement, mettre de l'eau dans la bassine, y mettre quelques gouttes d'eau de javel et de laver bien votre fruit. Sans savon. Et vous rincez. Sans savon. Vous pouvez laver avec le savon, mais il faut rincer avec beaucoup d'eau, de manière qu'il n'y ait plus de traces du savon utilisé. Et à ce moment, quand vous consommez le fruit, vous avez moins de risque d'être en contact avec l'hépatite virale B et beaucoup d'autres bactéries. Ça, c'est ce qui est pour ce qui concerne l'hépatite virale B. Et pour les personnes qui ne sont pas encore en contact avec l'hépatite, il faut se faire vacciner. Pour les femmes enceintes, il y a, dans le cadre du programme élargi de vaccination, n'est-ce pas, les vaccins qui sont administrés, n'est-ce pas, aux femmes enceintes et aux bébés à la naissance. Pour l'hépatite virale C,
qui se transmet par les rapports sexuels, il est conseillé d'avoir des rapports sexuels protégés. Il faut, pour ceux qui ont une activité sexuelle, d'utiliser les moyens qui existent aujourd'hui dans notre pays et qui peuvent nous aider, les préservatifs. Il faut les utiliser. D'accord, je crois que et si vous ne voulez pas les utiliser, si vous pouvez vous abstenir d'avoir des rapports sexuels, faites-le. Soit abstinence, soit vaccin, soit encore... Oui, je voudrais dire que moi-même, j'ai développé un vaccin contre l'hépatite, toutes les catégories, un vaccin bio, certifié conforme, c'est la soumission des femmes. Et en plus, ça coûte moins cher. Si les femmes sont soumises, les maris n'iront pas regarder ailleurs et on n'aura jamais un problème d'hépatite de quoi que ce soit. Ah bon, hein? Et si les femmes sont soumises, elles vont laver les fruits et le reste? Non, là c'est une question de propreté parce qu'on sait quand même que 90% de fois ça vient de là où on connaît. Okay. Donc voilà, on peut stopper ça économiquement, mais parce que c'est un vaccin gratuit. Hein. Est-ce que tu as déjà fait une bêtise dans ta vie? Oui. C'est certain? Une bêtise? Oui, mais je ne m'en souviens pas. Monsieur Babé, ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose d'amusant dans votre vie, donc après vous avez en ri ou bien votre partenaire ou même vos proches en ont ri? Les bêtises? Une bêtise? Non, pas forcément une bêtise, mais quelque chose. Mais oui. Ça a été comment l'expérience? Alors j'ai 8 ans. Mon père a l'habitude de garder des régimes de bananes dans la maison. En fait, pour nous, hein, c'est-à-dire que vous pouvez passer éponge. Mais je ne sais pas pourquoi j'avais envie de ne pas me faire voir en train de prendre cela. Et donc, je prends les bananes, je remplis mes poches avec les sous-élèves. Et notre maison a une dénivellation. Et donc, les parents sont à la véranda, je sors en courant pour qu'on ne me voit pas avec toutes mes bananes. Et puis, je dégringole, je tombe, toutes les bananes sortent. Une bêtise, tu en as certainement hein, dans ton réservoir, une bêtise. Ouais, naturellement, comme tout être vivant. Je me souviens également, j'avais 6 ans, 7 ans. Et puis, j'avais un verre de Gino. J'ai mis du sel à l'intérieur. Et j'ai été généreux, je suis allé donner à un de mes oncles. Le tonton prend le Gino salé. Il ne savait pas bien sûr. Et puis, il a su, après avoir ingurgité la première gorgée du Gino. Et puis, heureusement qu'il n'a pas retorqué par une baffe. Et puis, ça nous a plutôt amusé. Il a été plutôt gentil, mais moi, je vais vous proposer un bêtisier vidéo qui m'a cassé les côtes. Et je vous prie d'arrêter les vôtres parce que là, c'est le bêtisier!
Alors, pour parler du livre, c'est l'instant de la littérature, l'instant de la lecture. Et parmi les multiples ouvrages de M. Pabé Mongo, voilà, moi j'ai le Nolika, c'est ça bien, je prononce la bien. Nolika. La Nolika, voilà la Nolika. Et justement notre expert, hein, M. Tadoum en a peut-être pris ample connaissance. Et je laisse le soin à M. Tadoum, pourquoi pas, d'entrer en jeu. Ok. Merci, Merveille. Ce sera un exercice forcément fastidieux. Mais bon, nous allons prendre plaisir à y parvenir. Donc voilà, nous adresserons un bonsoir spécial à M. Pabé Mongo. Je tiens à rappeler, on m'appelle Tadoum William, l'homme de l'instant du livre. Alors, c'est naturellement un plaisir de vous avoir ici sur ce plateau. Nous sommes très enchantés de pouvoir vous rencontrer en chair et en os. Comme beaucoup d'autres Camerounais, nous avons eu à lire vos œuvres, Père Inconnu, L'homme de la rue, et puis la Nolika, la nouvelle littérature camerounaise, du maquis à la cité. Donc voilà, nous avons pris le temps de lire avec un intérêt particulier cet ouvrage et nous avons beaucoup de questions à vous poser. Avant de vous poser cette question, permettez-nous premièrement de faire un compte rendu de notre lecture à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices du Grand H. Alors, la nouvelle littérature camerounaise, du maquis à la cité, est le dernier chef-d'œuvre de Pascal Bekolo, écrivain camerounais, plus connu sous le nom de Pabé Mongo. La Nolika, l'ouvrage que voici, est un essai littéraire de 179 pages, publié en avril 2005 aux éditions Presse universitaire de Yaoundé. Il est subdivisé en 4 parties. La première est intitulée « La littérature du maquis » est suivie de la littérature du tout venant qui cède la place à la nouvelle littérature camerounaise, le cœur même de cet ouvrage. La quatrième et la dernière partie de cet essai intitulé « La Légion étrangère ». Ce quadriptyque permet de répondre aux questions suivantes. D'où venons-nous? Où en sommes-nous? Et où allons-nous? Les réponses que Pabé Mongo donne sont les suivantes. Nous venons du maquis. Nous sommes dans le tout venant. Nous allons vers la Nolika. Et la Légion étrangère est notre caution artistique. La littérature du maquis, pour parler d'elle, est celle du combat, issu de l'époque coloniale et des indépendances. L'auteur ici évoque le fait que les écrivains de cet âge utilisent la dissimulation pour se protéger, pour sauver sa tête des représailles, pour parler de façon très vulgaire. Dans ce cadre, le ton est en général particulièrement agressif, avec, pour mettre au mot, la révolte contre le dictateur, contre les Blancs. Les auteurs du maquis, comme j'ai bien voulu les appeler, sont considérés ou parfois considérés comme des nationalistes, des rebelles, et même parfois comme des messies. La littérature du tout venant, quant à elle, est une prolongation du maquis, du suivisme moutonnier, d'une créativité linguistique bancale, tendant à imposer le mariage forcé entre la francophonie et le Commonwealth. La littérature du tout venant vient montrer en quoi la littérature camerounaise est ouverte aux opportunistes, qui, bien nombreux, favorisent la confusion, donnant quitus à l'ivraie de devenir la norme, mettant par ailleurs le bon grain à l'ombre de la liberté d'expression. C'est la résurrection du maquis. La littérature du tout venant, c'est la résurrection de la littérature du maquis, hébergée par le refus de l'effort, la faiblesse institutionnelle, la langue limoneuse, reflétant la pauvreté artistique générale, miroir de la pauvreté économique ambiante. La nouvelle littérature camerounaise, le cœur même du ballot, la Nolika, c'est la volonté de faire autrement et mieux qu'hier, l'option d'une nouvelle créativité, d'une nouvelle imagination, celle propre aux données locales. La Nolika prône pour l'ici d'abord, le local premièrement, exige une nouvelle thématique. Car, nous dit l'auteur, on n'écrit pas un livre pour tuer le temps. La Nolika exige de chercher les sujets qui connectent le destin de l'homme à celui de l'humanité. Elle exige de redonner à l'audace la place que lui a volée les niaiseries.
Il faut dans ce cadre créer de nouveaux personnages qui sont porteurs d'idées et de valeurs nouvelles. À cet effet, il faut troquer le personnage fictif d'avec l'être, d'avec le vécu d'une jeune personne, le vécu des femmes, le vécu des hommes de la rue. Le tout associé à une nouvelle langue, à la croisée des chemins entre la communication inter-francophone et le génie culturel local. À la fin de son ouvrage, l'auteur Pabé Mongo met en évidence quelques écrivains de la diaspora qui ont réussi à écrire sur le modèle de la Nolika. Des exemples à suivre. La nouvelle littérature camerounaise, du maquis à la cité, voilà un ouvrage à s'offrir, un livre à lire et à relire à tout prix. Un livre à lire et à relire à tout prix. Hein? Mais monsieur Pabé, est-ce que vous êtes satisfait du compte rendu? Absolument. Je suis étonné, n'est-ce pas, de la fidélité de ce rendu hein, pour cet ouvrage quand même qui a suscité beaucoup de débats. Voilà, ok, je laisse donc l'expert continuer la suite de son chemin. Alors, merci, merveille. La première question que je voulais poser, c'est la question liée à la satisfaction. Mais la question qui suit immédiatement est celle de savoir, c'est une question d'assurance, on voudrait se rassurer par rapport aux préjugés, aux hypothèses. Pour qui avez-vous écrit la Nolika? Merci, je pense que... Merci d'abord, hein, véritablement, pour le compte rendu. Il est absolument fidèle. Et j'ai écrit la Nolika, vous vous en doutez. En fait, la question, c'est pour le public, puisqu'il semble que vous avez bien compris. Pour les auteurs, c'est un livre entre nous, d'un auteur à un autre, mais une théorie pour faire école. Parce que j'estimais, comme vous l'avez bien dit, que l'imaginaire camerounais s'enlisait. Il faut bien marquer que cet ouvrage est une relecture d'abord de notre littérature et que j'ai pris une date pour qu'il y ait une antériorité, une contemporanéité et une postérité. La date, c'est les années 1990 pour nous. C'est-à-dire la date où la société camerounaise est supposée être passée de la situation post-coloniale j'allais dire, de tyrannie et de manque de liberté à une société de liberté, une société d'expression, etc. Et donc j'estimais que la créativité devrait suivre. Donc nous devions passer d'une littérature du maquis qui se justifiait par le contexte historico-social à une littérature de liberté que j'ai nommée ici une littérature de cité. Donc je m'adresse essentiellement aux auteurs, aux créations, aux créateurs. J'avais peur de ce que les nouvelles générations finissaient par croire que les inventions scripturales, n'est-ce pas, des auteurs sous la colonisation et sous les dictatures étaient des marques essentielles de la littérature. Il y en avait des jeunes qui finissaient par croire que si on dit Yaoundé dans un roman, ce n'était pas poétique, ce n'était pas romanesque. Tout simplement parce que leurs prédécesseurs disaient Intermalène, disaient Africomaland et n'osaient pas nommer les espaces de référence littéraire, n'osaient pas référer aux événements historiques, etc. C'était un anachronisme. C'était véritablement un anachronisme. Donc je m'érigeais là en un théoricien. La littérature, non pas un essayiste, mais un théoricien. Je répondrai à d'autres questions parce qu'il y a eu une genèse, hein, un débat général 3 années avant la publication du livre, et il y a eu une réception de l'ouvrage sur laquelle peut-être on va s'étendre. Alors voilà, par rapport à ce que vous avez dit, nous allons immédiatement rebondir. Nous avons une citation qui nous vient à l'esprit parce que bien évidemment nous avons lu d'autres ouvrages et puis on s'est rendu compte que la littérature du maquis récidive. La littérature du maquis récidive parce que les gens sont tués dans des postures un peu cachetières et tout le reste. Donc voilà, ce que j'aimerais... il y a une citation de Thomas Mann, préface des Voix intérieures, qui dit « L'artiste est le dernier à se faire des illusions au sujet de son influence sur le destin de l'homme.
Dédaigneux du mauvais, il n'a jamais pu arrêter le triomphe du mal. Soucieux de donner un sens, il n'a jamais pu empêcher les sanglants non-sens. L'art n'est pas une puissance, elle n'est qu'une consolation. Et lorsque j'ai vu ça, et puis bien évidemment au fait de ce qu'on retrouve dans les ouvrages contemporains, vous l'avez qu'en 2005, mais les ouvrages bien après, l'usine Le Sorcier Blanc et l'usine Maudite et tout le reste, j'ai rencontré cette logique du maquis là. Ne pensez-vous pas que cet ouvrage est votre consolation? Mais pourquoi consolation? De quoi? De quelle peine? L'art n'est pas une puissance, elle n'est qu'une consolation. Ne pensez pas que cet ouvrage est votre consolation, dans la mesure où les gaffes, si on peut dire ça ainsi, récidivent. Les gens récidivent, ceux qui n'ont pas pris connaissance de la Nolika. Donc vous me donnez l'occasion maintenant de parler de la réception de cet ouvrage. Vous savez que maintenant, pratiquement dans nos universités, si vous faites les lettres dans nos universités et vous soutenez quelques mémoires que ce soit, ou une thèse sur la littérature camerounaise ou la littérature africaine, vous aurez nécessairement à répondre de votre position par rapport à la Nolika. La Nolika est devenue une grille de lecture pour départager la nouvelle littérature camerounaise d'une littérature de répétition et de... Donc, c'est un apport. C'est un apport, j'ose dire, majeur, parce que ça, j'emprunte le jugement aux critiques et aux analyses. Alors, nous sortons avec une dernière question. Oui. Dans votre ouvrage, nous avons lu la citation suivante. « La littérature de Yaoundé n'a pas pu intégrer le cortège des mutations du XXe siècle. Elle a raté son rendez-vous avec l'histoire. » Et là, lorsque j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, j'ai revu Sarkozy à Dakar. N'y aurait-il pas des similitudes dans votre position et celle de Sarkozy? L'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire. Mais écoutez, c'est une lecture de notre société. Et c'est d'ailleurs un peu ce que je reproche à quelques-uns des intellectuels qui s'adonnent à l'écriture. On a le sentiment qu'ils n'ont pas la capacité de lire la société, de la comprendre pour pouvoir la transformer. Je parle de la société camerounaise des années 1990. Si elle continuait d'écrire comme elle en avait tendance, elle était en retard, elle était en déphasage, elle était anachronique. Bon, maintenant, j'ai la consolation de remarquer que, un peu comme Père Inconnu, les gens qui lisent Père Inconnu changent, adoptent un peu la vision que j'ai et se corrigent. Ceux qui ont lu l'homme de la Nolika, l'écriture camerounaise, romanesque, narrative, narrationnelle est en train véritablement de changer. J'ai instauré maintenant, à mon titre de président de l'association des écrivains, et pour continuer cet ouvrage-là, ce que j'appelle l'Observatoire de la littérature camerounaise. C'est-à-dire que depuis 2005, date de la publication de cet ouvrage, je lis pratiquement, j'allais dire systématiquement, tous les livres, tous les romans, toutes les pièces de théâtre, tous les recueils de poésie de la littérature camerounaise qui sortent. Je dresse des fiches pour voir la tendance évolutive. Il y a 2 années, j'ai été invité dans mon université, l'université de Yaoundé 1, à l'école doctorale, pour refaire une conférence sur cet ouvrage, sur le thème l'actualité de la Nolika. Parce que le professeur Simo, qui est le directeur de l'école doctorale, voulait que face aux étudiants, aux doctorants, je dise si 10 ans après, ce livre me paraît toujours être d'actualité. Et j'ai eu à expliquer que ce livre est toujours d'actualité et de plus en plus d'actualité. Alors, beaucoup d'auteurs, maintenant, se revendiquent de la nouvelle littérature camerounaise, de la Nolika. Mais le bémol que je mets à ce triomphe, si vous voulez, c'est que je me suis en train de me rendre compte que beaucoup de ceux qui pensent suivre cette théorie la réduisent en réalité. Ils n'en font maintenant plus qu'une affaire de nomination des lieux, etc. Le travail d'orfèvre que je voulais qu'il se fasse sur la langue, pour innover sur la langue. Vous savez que j'ai distingué la langue de France, qu'on appelle le français, la langue du tout venant, qu'on appelle ici le camfranglais, que je refuse pour notre littérature, et j'ai créé
j'ai demandé, donné des voix pour créer dans une nouvelle langue que j'appelle le francophonien, c'est-à-dire la langue française, n'est-ce pas, adaptée à l'Afrique avec le paramètre de la communicabilité. Très peu d'auteurs qui veulent suivre la Nolika s'engagent à cela. Or, l'écriture, c'est un travail d'orfèvre sur la langue. C'est pour ça que j'ai fait une 4e partie. Et vous allez voir que dans la 4e partie que j'ai appelée la Légion étrangère, j'analyse des œuvres particulières. Les Calix Bayala, Patrice Ngana, un peu tout ce monde, Ebodé, etc. Mais sur les 3 principes. D'abord, sur la liberté par rapport aux référents extérieurs au roman, sur la langue d'écriture et sur l'innovation dans la thématique. Et ils n'ont pas toujours les mêmes points dans les 3 catégories. Voilà. Merci bien, merci infiniment. On va pas s'éterniser certainement sur la question. Oui, je pense que le plus important a été retenu. Merci à William Tadoum et à M. Pabé Mongo. C'était l'instant du livre. On s'achemine vraiment vers la fin de cette émission. Merci à tous les invités. Merci au grand public. Avant de partir, la dernière minute, c'est le Crazy Time. Nous allons procéder à quelque chose qui semble très intéressant pour la fin. Moi, j'ai bien envie de vous demander de faire quelque chose. Je ne sais pas si vous serez d'accord ou pas, mais ce n'est pas quelque chose de mauvais ou de négatif. Est-ce que vous avez déjà chanté dans votre vie un jour? Non. Ça peut vous arriver de temps en temps de fredonner quelques... Un Pabé Mongo qui chante, ça donne quoi exactement? Est-ce que vous pouvez nous permettre d'écouter peut-être 2 notes? Ça donne... que je chante? Quelque chose. Rien. Je vais chanter du Brassens. Merci. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit, ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'a pas d'amour. En fait, si on vous laissait, vous alliez continuer, peut-être écrire même une chanson pour nous. Hein. Pourquoi pas ça peut vous tenter? J'ai écrit. Je ne suis pas poète, je fais beaucoup, je suis dramaturge, romancier, novelliste, essayiste, etc., mais pas poète. Je ne suis poète que pour mon épouse. Oh là là. Une épouse qu'on aurait vraiment voulu écouter. Nous sommes allés justement à la rencontre de votre épouse. Pourquoi ne pas écouter quelques recettes? Non, pas forcément des recettes, mais des secrets qu'elle donne sur Monsieur Pabé Mongo. Alors voilà, Madame Pabé, pour vous, sur nos antennes. Être femme d'une grande star, c'est assez difficile parce qu'il faut supporter beaucoup de choses. Hein. Parce que comme vous dites star, ça veut dire qu'il est au devant du public. Et il y a aussi le côté féminin. Là-dedans, il y a des femmes qui viennent aussi là comme des stars. Hein. Et vous êtes obligé de vous calmer, hein, d'essayer d'être à ce niveau-là, de se mettre à ce niveau-là pour ne pas toujours faire la femme-femme. Pabé Mongo, vu autrement qu'écrivain, est un bon père de famille pour moi. Je sais qu'il a toujours encadré toute sa famille. Tout le monde qui arrive ici est écouté. Et à l'extérieur, vous le voyez comme un grand homme. Peut-être que les gens vont lui accorder d'autres qualificatifs. Mais ici, à la maison, tous les enfants savent qu'il est un père aimant et un mari aimant. Tout le monde dit que l'homme n'est pas parfait, ça c'est vrai. Personne ne peut être parfait. Moi-même, je ne suis pas parfaite. Donc, je me dis, il a quelques petits problèmes parce qu'il est très, très concentré dans ses livres. Hein, ce qui crée un peu son absence au salon, par exemple. Vous le trouvez rarement dans le salon. Il est toujours fourré dans ses livres et vous êtes obligé d'aller le chercher là-bas. Et ça, pour moi, c'est un défaut parce que parfois, il y a un problème au salon, on le termine là, il n'est pas au courant de ça. La parole forte que je pourrais lui apporter maintenant, c'est lui dire d'aller de l'avant parce que j'ai l'impression qu'il a choisi la voie qui était la sienne,
et il assume. J'ai retenu que vous êtes un époux aimant, hein? C'est ce que dit madame, monsieur Pabé. Un époux aimant, donc vous lui chantez souvent des chansons et peut-être un peu de poésie. Surtout à nos anniversaires de mariage, je lui écris des poèmes uniquement à elle. Oh là là! Je pense que c'est très beau l'amour, c'est très beau de savoir qu'on a un mari écrivain, un mari star, voilà, c'est toujours intéressant. Alors moi je voulais dire merci à monsieur Pabé Mongo, écrivain, qui était là sur ce plateau aujourd'hui. Merci également à Kalis qui nous a accompagnés dans la santé, Tadoum William et également Amadou. Boulot. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir participé à l'émission. Merci de nous renouveler votre confiance. Merci infiniment au charmant public. On ne peut pas clôturer sans parler de l'équipe technique. La réalisation a été assurée par M. Christian Kenyé et son équipe. Merci infiniment. On se dit à la prochaine pour une nouvelle édition du Grand H. Le Grand ciao, 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 ciao.